Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission État des lieux. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons dans la résidence Blanqui. C'est une résidence d'Homo France au bassin à flot à Bordeaux. Et ici, il y a à peu près plus de 300 personnes qui habitent. Et bien pour ces 300 personnes, le lien entre leur logement et leur emploi est primordial. C'est bien sûr, par exemple, très difficile de trouver un emploi quand on n'a pas de logement. Mais inversement, c'est aussi très difficile de trouver un emploi qui soit proche de chez soi, qui soit suffisamment rémunérateur. Bref, on le voit dans le quotidien des gens, la notion d'emploi est intimement liée à celle de logement. Et je vous propose de retrouver tout de suite nos deux invités pour débattre de ces questions. Tout de suite. Voici donc nos deux invités. Alors David Bisbal, vous êtes directeur de la gestion locative de Domo France, bailleur social en Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Daniel Boudin, vous êtes premier vice-président de la FFB Gironde, c'est la Fédération française du bâtiment. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors peut-être un brin d'histoire rapide autour de Domo France. Vous êtes une filiale d'Action Logement. C'est ce qu'on appelait anciennement le 1% logement. Et c'est intéressant justement sur le lien entre le logement et l'emploi de voir que le 1% logement, il a été créé dans les années 50 pour justement faire en sorte que les entreprises de plus de 20 salariés participent à l'effort de construction pour faire en sorte que l'économie soit reliée au logement aussi. Donc toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent reverser un pourcentage de leur masse salariale sur un fonds qui permet la construction de logements. Vous, en tant que filiale d'Action Logement, donc nouveau nom aujourd'hui, quelles sont vos missions justement en termes de logement et d'emploi à Domo France? Oui, on est filiale d'Action Logement. Action Logement, c'est effectivement deux priorités nationales. C'est accompagner la mobilité géographique et professionnelle des salariés, des entreprises qui cotisent. Et puis, c'est construire et financer du logement social. À Domo France, eh bien, on fait un peu ça, c'est-à-dire qu'on a une attention particulière à l'accompagnement des salariés d'entreprise. On gère du patrimoine et on construit en masse des logements sociaux. C'est très important oui, que l'activité économique soit reliée au logement. Il y a un chiffre, par exemple, qui est parlant, hein, Pôle emploi. En 2015, il y avait 191 000 emplois non pourvus, alors qu'il y a pourtant un taux de chômage aux alentours de 10%. Donc, c'est important que le fait qu'il n'y ait pas de logement forcément proche des gens, ça peut être un frein à l'emploi? Oui, effectivement. Après... de notre côté, on fait des attributions de logement et il arrive aussi qu'on fasse des attributions de logement à des gens qui n'ont pas d'emploi. Oui, le lien est quand même assez fort. On n'est pas à l'aise pour trouver un emploi si déjà on a un souci pour son foyer et on n'arrive pas à trouver une solution de logement. Et de grande distance, par exemple, entre son logement et son emploi, ça peut être un que l'on frein. doit faire effectivement de grandes distances tous les jours pour aller travailler. Tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cette première partie. On va essayer de traiter plus de l'impact du logement et du logement social plus particulièrement sur l'emploi. Alors, il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, à la fin de l'année dernière, il y avait 120 000 salariés dans le secteur de la construction. Monsieur Boudin, vous, en tant que premier vice-président de la FFB, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation? On sait qu'il y a eu des grosses périodes de crise, enfin de longues années de crise pour votre secteur. Est-ce que c'est enfin le retour des beaux jours pour vous? Oui, le soleil est arrivé, donc les beaux jours oui, arrivent. Parsemé d'averses quand même. Alors, je suis obligé quand même de vous donner quelques chiffres. En 2015, on avait 346 000 logements en France et au niveau du national. En 2016, 379 000, donc on a une augmentation de 14%. Et 130 000 logements sociaux, c'est ce qui est très important, dans les 379. Et en prévisionnel 2017, on pense qu'on va dépasser la barre des 400 000 logements, donc 408 000 logements. C'est ce qui va faire 140 000 logements sociaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le logement social, c'est ce qui est très important, représente presque 35%, disons que des logements. Alors qu'on était tous restés sur du 20-25%. Donc on voit que depuis 2 ans, la part a fortement augmenté. Et on évoque même la construction d'ici 2025 de plus 700 000 logements. Donc ça veut dire que le logement social va continuer à monter en puissance.
En ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, à fin janvier, le nombre de chantiers sur 12 mois glissants est de 40 000 logements. De nouveaux chantiers, hein, c'est ça? De nouveaux chantiers, des chantiers qui sont ouverts, 40 000 logements sur 12 mois glissants. Et là-dedans, 14 000 logements sociaux. Donc on respecte toujours le 35%. Ouais. Et d'ailleurs, Domo France est une donnée qui respecte. Et même Bordeaux-Atlantique fait aussi 35% de logements sociaux, quoi. Si on met ça au regard des années noires, hein, les années de crise que vous avez vécues, ça veut dire que ce pourcentage-là de logement social, le rôle du logement social, pour vous, c'est quoi? C'est quelque chose qui a permis de vous soutenir et de maintenir pas mal d'entreprises pendant les années plus difficiles? Si on retourne à 10 ans en arrière, en 2008, on produisait quand même 70 000 logements à périmètre égal pour la Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, donc, nous en sommes à 40 000, ce qui veut dire qu'on a encore un grand pas pour arriver, disons, à retrouver la production. On est encore sur du rattrapage en termes de logements sociaux. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a une très forte demande de logements sociaux, de nouveaux chantiers. C'est qu'on est en train de rattraper en retard? Oui, effectivement, il y a un gros effort au niveau national et au niveau régional aussi pour augmenter le pourcentage de logements sociaux un peu partout, pour suivre un peu la loi qui impose 25% de logements sociaux. Il y a aussi beaucoup de besoins, notamment sur la métropole bordelaise. Il y a 50 000 demandes de logements sociaux. On n'en construit pas 50 000 tous les ans. Donc effectivement, il y a du travail dans ce domaine-là. Et alors, pour faire un peu miroir à ce que disait M. Boudin, est-ce que vous avez l'impression que le logement social, justement, a pu permettre à certaines entreprises de se maintenir durant les années de crise? Parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures, il continue à y en avoir beaucoup, hein. L'année dernière, il y avait à peu près 1000 entreprises qui ont fermé dans la région. Ça a permis de soutenir certaines entreprises, ces chantiers de logements sociaux? Oui, on dit souvent que l'activité de HLM est plutôt contracyclique ou acyclique, c'est-à-dire en fait quand les choses ne vont pas sur le reste de la construction, elle est plutôt en bonne santé. Ça a été le cas autour de la crise de 2008. 2009-2010, où effectivement on n'a jamais construit autant de logements sociaux. L'État s'est servi du logement social pour relancer la machine. Voilà. Donc oui, et globalement, sur les 10 dernières années, nous sommes en progression constante au niveau de la région et au niveau national. Et alors, en termes d'emploi, est-ce que vous créez des emplois, bien entendu, vous allez nous les donner, en tout cas, les chiffres sur l'emploi. Est-ce que, effectivement, qu'est-ce que ça représente comme puissance de frappe, le logement social dans la région? Alors, à notre échelle, nous gérons à peu près 25 000 logements. On crée, avec l'activité d'investissement annuelle, à peu près 3 300 logements, 3 300 emplois. Pardon. Ça, c'est par l'activité de construction, par la maintenance de nos immeubles, par notre personnel propre, et parfois aussi, quand il y a des besoins de fabrication de certains équipements sur des immeubles, par les emplois indirects. D'accord. Si vous permettez, juste pour dire concernant l'emploi, il faut savoir qu'un logement social, ça génère, même tout logement, 2 emplois annuels. Donc dès l'instant qu'on fait un logement, on sait qu'on génère derrière 2 emplois. D'accord. C'est quand même très important. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans votre fédération pour qui le logement social est le premier client, le secteur du logement social? Je dirais que c'est logement social et logement. Disons au niveau de la construction, si on est peintre, que l'on peigne, disons que dans un logement, via l'acquisition ou pour du social, c'est la même chose, quoi. C'est parfois un petit peu les prestations qui sont différentes. Et encore, quand on regarde cette opération ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de différence, quoi. D'accord. Bon, puisqu'on est dans les chiffres, on va écouter tout de suite Monsieur Benoît Meyer. Il est directeur territorial de Pôle emploi Gironde et il va nous faire le point un petit peu justement sur la situation entre la construction et l'emploi dans le secteur. La construction est un secteur très important en Gironde et représente environ 34 000 salariés et 8% de l'ensemble des salariés du département. C'est un secteur qui est important pour l'emploi et c'est un secteur qui est reparti
depuis 2016 et ça c'est une bonne nouvelle. On constate qu'on a une hausse de 22% en 2016. La progression s'est faite tout au long de l'année et aujourd'hui les perspectives pour 2017 sont plutôt bien orientées. On va atteindre sans doute plus de 3000 recrutements confiés à Pôle emploi sur l'année 2017 avec dans les têtes de classement en termes de nombre de recrutements plutôt des recherches dans le gros œuvre, c'est-à-dire des maçons qualifiés, mais aussi des aides-maçons, mais également dans le second œuvre avec des peintres, des électriciens, des plombiers. Et on cherchera aussi un certain nombre d'encadrants dans le domaine des études ou dans le domaine de la conduite de chantier. Pendant un certain temps, les entreprises étaient en sous-activité, elles ont commencé à mieux utiliser les services qu'elles avaient, les équipes qu'elles avaient, donc elles ont peu recruté. Aujourd'hui, elles viennent vers nous pour recruter, en particulier du personnel qualifié. On a la possibilité de faire face aujourd'hui aux besoins, mais on a aussi monté des formations financées par Pôle emploi et par le Conseil régional pour former davantage de maçons qualifiés et d'autres professionnels qualifiés. Donc il est important pour les demandeurs d'emploi de pouvoir s'orienter vers ces métiers qui vont continuer de bien recruter. Donc c'était Benoît Meyer, directeur territorial de Pôle emploi en Gironde. On voit que effectivement les perspectives pour 2017 sont plutôt favorables. Est-ce que ça c'est vrai sur toute la région ou est-ce que finalement les bons chiffres sont dans certains départements et pas forcément dans d'autres? Est-ce que vous voyez des disparités, vous? Alors ce que je dirais, c'est qu'au niveau national, le bâtiment devrait créer 10 000 emplois en 2017. Oui. Mais en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, disons que Bordeaux Métropole est un phare qui se voit de loin, qui attire beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets. Par contre, il y a quelques frémissements sur le BAB, sur Pau et sur La Rochelle. Par contre, on peut dire que dans BAB, le reste... donc c'est Biarritz-Bayonne. Biarritz, Anglais, Bayonne. Ouais. C'est des équipes de rugby, c'est pour ça que je dis BAB. Ah bah oui, mais tout le monde ne fait pas du rugby. Mais par contre, disons qu'il y a beaucoup de territoires, disons où la reprise est encore fortement en sommeil. Donc on peut compter sur peut-être, disons que le logement social, que l'on verrait bien monter en puissance dans ces territoires-là pour compenser. Pour compenser. Alors justement, est-ce que vous les voyez, vous, ces disparités effectivement entre les différents départements? Oui, de la même façon, nous, le logement social suit quand même un minimum l'activité économique, donc là où il y a de l'emploi et là où il y a un dynamisme économique. Donc aujourd'hui, le dynamisme économique, il est sur la métropole bordelaise, il est sur la côte basque, il est sur La Rochelle, il est un petit peu sur le bassin d'Arcachon, mais ailleurs, c'est plus délicat. Donc nous, on construit plutôt dans ces zones-là. Donc on n'est pas... On en construit quand même un petit peu dans les autres territoires, mais de façon plus modeste. Donc on ne peut pas dire que de façon générique, là, on soutient énormément l'économie du BTP dans ces secteurs-là. Il y a effectivement donc, 2 départements, la Gironde et Pyrénées-Atlantiques, qui tirent un petit peu. Oui, qui tirent, mais disons que ce soit les Landes, que ce soit le Lot-et-Garonne et la Dordogne, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis maintenant, si on raisonne Nouvelle-Aquitaine, il y a encore des départements comme la Corrèze ou la Creuse où c'est encore très difficile. En termes de création d'emplois, donc le logement social, vous le disiez, crée des emplois, bien sûr, mais est-ce que, à proportion égale, est-ce qu'on crée plus d'emplois dans le logement social que dans le secteur de la promotion privée ? Non, pas spécialement. C'est les mêmes chantiers. C'est les mêmes ratios. On est sur un immeuble de logement social. Il y a le même en promotion privée. Il y a eu le même nombre d'ouvriers des deux côtés, je pense. Donc, l'essentiel des chiffres que j'ai cités, c'est quand même les ouvriers qui œuvrent sur les chantiers de construction. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi derrière. Alors après, effectivement, nous, ce qu'on rajoute, c'est qu'on a des équipes importantes, 500 salariés, qui font de la relation client, de l'accompagnement social, de l'entretien des bâtiments, des gardiens d'immeubles. Voilà, c'est ça, les créations d'emplois dans le secteur du logement, c'est pas que du gros œuvre, du second œuvre, c'est aussi tout ce qui va autour, les commerciaux, l'administratif, etc. Et puis on peut dire aussi qu'il peut y avoir des infrastructures derrière qui arrivent, des magasins, des petits commerces qui s'installent autour des logements et des écoles aussi. Donc ça veut dire que si on développe un quartier en logement social, derrière, automatiquement, il y aura, disons, des constructions, des projets. Un effet boule de neige. Donc automatiquement des logements. Vous disiez
tout à l'heure qu'il y avait quand même de bons prémices à la reprise dans le secteur de manière générale. Est-ce que ça veut dire dans le secteur de la construction qu'il y aura de nouvelles embauches, puisque c'est la clé de la question du jour. Est-ce que de nouvelles embauches sont vraiment à prévoir très rapidement là? Oui, alors il faut savoir quand même qu'on sort d'une disette. Depuis 10 ans, on a traversé une période vraiment très difficile, quoi. Donc les entreprises aujourd'hui ont une trésorerie très alarmante, elles n'ont pas de réserve financière. Et donc, s'il arrive de l'activité, automatiquement, disons qu'elles embaucheront, ça c'est sûr et certain. Mais il faudra aussi, disons, embaucher, former. S'il y a de l'activité, derrière, les entreprises du bâtiment, elles savent très bien réagir et faire en sorte, disons, de répondre aux besoins des clients. Nous, ce qu'on dit, donnez-nous du travail, parce qu'on sait que quand le bâtiment va, tout va. Ouais. Donc, donnez-nous de l'activité. Il fallait qu'elle sorte l'expression. Ne nous donnez pas des délais trop courts pour réaliser, mais vous verrez, on sera au rendez-vous, quoi. Et pour ça, il nous faut de l'activité et de la visibilité, ce que nous n'avons pas toujours, quoi. Donc il ne faut pas aussi, c'est ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est qu'on sort de 10 ans compliqués. Donc il faut automatiquement que derrière ça suive, quoi, et que l'on n'ait pas, que ça ne soit pas cyclique, quoi, qu'on ne dise pas dans 1 an ou dans 2 ans il y aura moins d'activité, quoi. Il faut que l'on voit qu'au fur et à mesure, on retrouve de la sérénité, voilà, quoi. Il faut qu'au moins jusqu'en 2025 on soit rassuré. Après on verra, quoi. C'est possible ça? Oui, avec Domo France on est rassuré. Puisque vous avez des perspectives aussi toujours à la hausse en termes de nombre de chantiers de logements sociaux, ça veut dire, vous êtes plutôt optimiste sur les emplois créés, vous? Oui, enfin, nous, on a quand même triplé notre production en 10 ans. Il y a peu d'opérateurs en France qui l'ont fait, et on est un de ceux qui produisons le plus par rapport au patrimoine qu'on a déjà en gestion. On ne va pas pouvoir non plus aller beaucoup plus haut et refaire encore 1 fois 3 financièrement. Et il faut que la structure de notre entreprise le permette, et ce n'est pas forcément très simple. Donc on est plutôt à s'attacher à continuer à augmenter, mais plutôt très légèrement. Voilà. Ok, en termes d'emploi dans le secteur du bâtiment, il y a la question du travail détaché, des travailleurs détachés forcément qui se pose et qui est très d'actualité en ce moment, on va le voir. Pour juste rappeler rapidement, les travailleurs détachés, c'est donc dans le cadre de l'Union européenne, les travailleurs étrangers qui viennent travailler dans un autre pays. Il y a une directive phare sur la question qui est la directive Bolkestein de 1996 et qui dit donc les conditions de travail doivent être les mêmes pour le travailleur étranger, donc les conditions doivent être les mêmes que celles du pays d'accueil. En revanche, les charges sociales, elles, peuvent rester celles du pays d'origine du travailleur. C'est quand même des mesures qui sont censées lutter contre le dumping social, donc une sorte de concurrence déloyale. Pourquoi est-ce que ça pose finalement problème, alors, le travail détaché? Aujourd'hui, disons que la Fédération du bâtiment que je représente, qui est forte de 750 adhérents, est totalement vent debout, pas contre le travail détaché, mais contre la fraude au détachement. Oui. Donc ceci, c'est un fléau, parce que on peut même parler de pandémie, parce que disons qu'aujourd'hui, on a des propositions de mise à disposition de sociétés intérimaires étrangères qui viennent voir les entreprises et qui proposent, disons qu'à bas coût, des salariés, quoi. Il faut voir les conditions dans lesquelles ils vivent à l'extérieur du chantier, les heures qu'ils font, disons que sur les chantiers. Donc ça, ce n'est pas admissible. Donc tout ce qui touche à la fraude du détachement, on est absolument vent debout contre cela. Est-ce qu'il y a moyen, Domo France est régulièrement maître d'ouvrage, donc est-ce qu'il y a moyen en tant que maître d'ouvrage d'essayer de lutter, de limiter la fraude sur ce type de travail-là? Alors nous, en tant que tel, on n'est pas trop sur ce critère-là, donc on prête beaucoup attention déjà à la sous-traitance, c'est-à-dire que tous nos sous-traitants doivent être déclarés. On prête attention aussi aux qualifications des entreprises, à la sécurité sur les chantiers. Pour autant, après, il y a un jeu de responsabilité entre les différents intervenants, et c'est aux entreprises qui sont en contrat avec nous à se positionner par rapport à ça, mais nous, on ne prendra pas pour l'instant de mesures particulières sur ce thème-là. On ne se sent pas totalement légitime. Par contre, effectivement, tout ce qui est
sécurité des chantiers et que le travail se déroule dans de bonnes conditions et pour une bonne qualité de travail, là, on y est extrêmement attentif. D'accord. En revanche, depuis 2014, il y a une loi qui fait en sorte que maintenant, s'il y a des fraudes déclarées par rapport au travail détaché, le maître d'ouvrage est lui-même condamné. Est-ce que ça a changé la donne pour vous, du coup ? On reste vigilant par rapport aux critères que je vous ai évoqués sur la sous-traitance, la qualification des entreprises. On vérifie aussi que les entreprises sont à jour de leurs différentes cotisations, URSSAF et autres. On vérifie aussi qu'ils ont, dans le cadre de nos appels d'offres, ils nous font une déclaration sur l'honneur par rapport au fait qu'ils n'utilisent pas de travail dissimulé. Voilà. Après, encore une fois, nous, on est sur le jeu de responsabilité des différents acteurs et les entreprises sont responsables. Pour l'instant, nous, on n'est pas spécialement inquiets de cet accroissement de réglementation de 2014. D'accord. Une clause aussi là, qui fait pas mal débat aujourd'hui, la clause Molière, il y a plusieurs régions qui l'ont appliquée et cette clause, elle vise en fait à imposer le français sur tous les chantiers. Est-ce que pour vous, Monsieur Boudin, c'est un bon moyen de lutte, cette clause-là ? Alors, la clause Molière, alors disons qu'elle tombe au moment, d'une campagne électorale, donc automatiquement c'est repris par tout le monde, quoi, hein. Ouais. Mais personnellement, moi je défends l'idée que parler le français sur le chantier, c'est indispensable. Je ne vois pas comment on peut manager des salariés si on ne parle pas la même langue. Et en termes de sécurité, c'est indispensable, quoi, hein. Et si, disons, que les consignes de sécurité ne sont pas comprises, ça veut dire que nous sommes en situation de presque accident. Donc aujourd'hui, il faut impérativement que les instructions qui sont en français, soient comprises de tous. Et s'il y a des traducteurs, etc., ça ne suffit pas, parce que ça a été quand même soulevé comme étant discriminatoire. Disons que dans le bâtiment, je dirais qu'on n'a pas trop de leçons à recevoir, parce que nous avons accueilli depuis de longues années beaucoup de travailleurs étrangers, mais c'est des travailleurs étrangers qui venaient en France, en famille, et qui se fixaient en France. Et donc qui apprenaient notre belle langue. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des gens qui viennent seulement pour 3 semaines, 1 mois, et qui ne parlent pas du tout le français. C'est plus les mêmes démarches. C'est plus du tout la même démarche et on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Donc il faut impérativement que sur les chantiers, pour manager des salariés, il faut que tout le monde parle la même langue, donc le français. Vous avez un avis par rapport à cette clause Molière? C'est facile à mettre en place, c'est pas discriminant? Écoutez, nous, on n'a pas spécialement d'avis. On est sensible à ce que dit M. Boudin, c'est-à-dire la sécurité sur les chantiers. Effectivement, on a tous été confrontés, en tant que maître d'ouvrage aussi, à des choses qui auraient pu nous inquiéter si les consignes n'étaient pas passées en français. Donc oui, il faut quand même faire attention à ça. Mais pour l'instant, là encore, on n'a pas édicté de loi propre dans nos cahiers des charges. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas encore concerné. Par rapport, on va faire une petite transition quand même rapidement vers la deuxième partie. C'est important d'en parler aussi avec vous, je pense. Les clauses sociales d'insertion. Alors, petit rappel, c'est des clauses qu'on rajoute dans le cahier des charges des chantiers, notamment les chantiers de renouvellement urbain. Et ça permet donc de réserver un nombre d'heures de travail pour un public, des personnes vraiment très éloignées de l'emploi. Vous êtes pas mal fer de lance c'est quelque chose que vous appliquez régulièrement dans vos chantiers? Oui, je pense qu'au niveau de la région, on a été le bailleur qui s'est lancé le plus tôt dans ces clauses d'insertion et dans l'insertion en général. Donc ça fait 10 ans qu'on pratique assez régulièrement ça. L'année dernière, on a eu un nombre d'heures d'insertion dans le cadre de ces clauses de marché qui représente à peu près 35 emplois à temps plein. L'année prochaine, enfin cette année, en 2017, on sera plutôt à 55. Donc si on prend cette résidence, il y a dans le cadre de ces clauses d'insertion l'équivalent de 5 personnes qui ont pu travailler toute une année. Voilà. Et on va généralement au-delà de ce qui nous est demandé. Voilà, parce qu'il y a quand même une réglementation qui... Oui, c'est ça, il y a des choses qui sont obligatoires qui est définie, mais on va au-delà de cela, parce qu'on estime que ça apporte, même pour les locataires qui voient les travaux qui se font, de voir qu'il y a aussi des gens qui sont
peut-être en difficulté, qui sont peut-être un peu comme eux, qui sont associés à ça, c'est du positif sur le lien social, sur les la résidences. Vision de leur lieu d'habitat. On en parlera de toute façon bien plus largement dans la deuxième partie, c'est bientôt la fin, mais justement peut-être votre avis rapide. Est-ce que c'est facile à mettre en place ces clauses d'insertion? C'est pas toujours facile à mettre en place, mais ce que je voulais rebondir dessus, c'est je souhaite que dans les clauses d'insertion, monsieur le maître d'ouvrage, on inclut les heures d'apprentissage. Hein, parce que nous avons des centres de formation d'apprentis et les heures d'apprentissage ne sont pas incluses dans les heures d'insertion. Et ça c'est très bien. Mais c'est peut-être pas non plus la même vocation. Et ça encouragerait, disons, un peu plus l'apprentissage. Mais l'insertion et l'apprentissage, c'est quand même pas la même chose, on est d'accord, c'est pas la même vocation. Écoutez, quelqu'un qui démarre dans le métier, disons que si c'est un jeune qui sort de troisième... Il n'est pas encore éloigné de l'emploi. Il n'est pas encore dans l'emploi, donc le jour où on mettra l'apprentissage dans la clause d'insertion, vous verrez que ça changera beaucoup de choses. Bon, très bien. Ce sera le mot de la fin pour cette première partie. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.